Merci Camille Osmanov pour ce morceau de votre composition avec en accompagnement l'intelligence artificielle. Cette fameuse IA qui est présente dans nos vies, dans nos journaux, au travail, dans nos loisirs, que nous utilisons sciemment ou non, qui nous utilise parfois à notre insu, souvent même. Elle est pétrie de nous et pourtant, dans bien des domaines, elle est plus efficace que nous. Elle nous aide, nous émerveille, nous fascine, souvent nous effraie. Elle est virtuelle et pourtant tellement réelle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la table ronde à ciel ouvert Sciences et Spiritualité sur l'intelligence artificielle pour cette question « Quelle humanité pour demain ?» C'est un événement de la faculté de théologie de l'Université de Genève avec l'Institut à ciel ouvert, au cours duquel nous avons le plaisir d'accueillir 3 chercheurs. Avec eux, nous parlerons intelligence, bien sûr, mais aussi émotion, conscience, spiritualité, religion et plus encore. Et pour ouvrir cet événement, j'aimerais inviter Madame la vice-rectrice Juliane Schroeter au pupitre. Merci de l'accueillir avec moi. Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, cher public, c'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la table ronde organisée par l'Institut à ciel ouvert, Sciences et Spiritualité, une table ronde sur le devenir de l'humanité face aux avancées de l'intelligence artificielle. La thématique et les intervenants laissent entrevoir des discussions passionnantes, peut-être même un peu déstabilisante. L'Institut à ciel ouvert a été créé en mai de cette année par la Fondation Yves et Inès Oltramare afin de favoriser un dialogue interdisciplinaire entre sciences exactes et sciences humaines sur les questions liées à l'origine et au devenir de l'univers,
de la vie et de l'humanité. L'Université de Genève est fière d'y apporter sa contribution en matière de recherche, d'enseignement et d'événements publics tels que la table ronde d'aujourd'hui. Cette collaboration a notamment permis des riches et passionnants échanges entre chercheuses et chercheurs en théologie et en astronomie sur les grandes questions relatives à l'origine de l'univers et de la vie et sur la place et le sens de l'être humain au sein de cet univers et de la création. La table ronde d'aujourd'hui inaugure un nouvel espace de dialogue entre science et théologie, centré cette fois-ci sur les défis posés par l'intelligence artificielle pour notre compréhension de l'humanité. Cette avancée technologique pose en effet des questions nouvelles, parfois même vertigineuses, touchant à l'essence même de ce qui signifie l'être humain. Elle nous invite à réexaminer des concepts fondamentaux tels que l'intelligence, la conscience et l'autonomie, pour ne citer que quelques exemples. Personnellement, je dirais que les intelligences artificielles ne sont pas intelligentes. Elles imitent l'intelligence. Elles ne pensent pas, mais elles calculent. Elles n'ont pas de sentiments ni de conscience. Elles ne font que les afficher et les simuler. Toutefois, les machines ressemblent de plus en plus aux humains et les humains sont de plus en plus souvent augmentés par des machines, ce qu'on appelle Human Enhancement Technologies. Il est donc crucial de réfléchir à ce qui constitue l'essence de notre humanité et de mettre en perspective les avancées technologiques avec nos valeurs. Jusqu'où sommes-nous prêts et prêtes à interagir avec des machines, voire à se laisser guider, aider, ou même pénétrer par des technologies par leur intelligence? Quel cadre éthique souhaitons-nous établir et comment le faire respecter? Ces questions ne sont pas seulement théoriques. L'intelligence artificielle influence concrètement tous les aspects de nos vies et la dimension spirituelle n'y échappe pas. Certaines églises utilisent par exemple des chatbots capables de répondre aux questions des fidèles, de suggérer des textes sacrés ou de proposer des prières personnalisées. De manière plus controversée, certains groupes voient en l'intelligence artificielle une entité, voire même une divinité capable d'apporter des réponses existentielles. Ces exemples et d'autres encore montrent à quel point l'intelligence artificielle a le potentiel de façonner notre rapport au sacré et à la spiritualité. La table ronde organisée aujourd'hui par l'Institut à ciel ouvert constitue une formidable opportunité pour explorer ces questions et pour interroger l'intelligence artificielle dans ses dimensions éthiques, des dimensions si essentielles. Nous avons la chance d'avoir autour d'une même table des expertes et experts de renom qui partageront avec nous leurs réflexions et qui, je n'en doute pas, nourriront des échanges riches et inspirants en cette fin d'après-midi. Je tiens à remercier très chaleureusement Solange Gernauty, Beth Singler et Jacques Besson d'avoir accepté de participer à cette discussion. Mes remerciements vont également à Marie-Gabrielle Cajoli, directrice de l'Institut à ciel ouvert, ainsi qu'à Elisabeth Parmentier, Ghislain Waterloo et Fernand Salzman de la Faculté de théologie pour leur engagement en faveur d'un dialogue interdisciplinaire autour de l'intelligence artificielle. Il me reste à vous souhaiter une excellente table ronde et je cède maintenant la parole à nos intervenants. Merci.
Merci Madame Schroeter d'avoir esquissé ces questions effectivement à la fois nouvelles et vertigineuses. Il est temps pour moi maintenant d'inviter nos experts pour la soirée à venir se mettre en place. Beth Singler, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Vous êtes professeure de Digital Religions à l'Université de Zurich. Auparavant, vous étiez chercheuse en intelligence artificielle au Homerton College de Cambridge. Après avoir été associée de recherche postdoctorale sur l'identité humaine à l'ère des machines quasi-humaines. Un projet à l'Institut Faraday pour les sciences de la religion, également à Cambridge. Vous explorez les implications sociales, éthiques, philosophiques, religieuses des progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique. Et d'ailleurs, cette année, vous publiez 2 livres, The Cambridge Companion to Religion and AI et Religion and AI, An Introduction. Dans le cadre de votre travail d'engagement public, vous avez également produit des séries, des courts-métrages, des documentaires, le premier étant The Pen in the Machine, qui a remporté le prix du meilleur film de recherche en 2017, décerné par l'HRC. Merci beaucoup d'être avec nous. J'ai le plaisir d'inviter Jacques Besson à nous retrouver maintenant, professeur honoraire de la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, bien connu. Vous êtes médecin, psychiatre, addictologue, ancien chef du service de psychiatrie communautaire du CHUV, le centre universitaire vaudois, universitaire vaudois. Vous vous intéressez depuis plus de 30 ans au lien entre psychanalyse et religion, neurosciences et spiritualité. Vous êtes professeur également invité à l'Institut des Humanités en médecine de la faculté. Bienvenue encore une fois. Et puis Solange Guernaouty, qui est avec nous également ce soir, docteur en informatique de l'Université de Paris-Sorbonne. Vous êtes la première femme professeure de la faculté des HEC à Lausanne en 1987 et vous dirigez aujourd'hui encore le Swiss Cyber Security Advisory and Research Group que vous avez créé et le groupe de recherche Sciences de la complexité. Vous êtes une ancienne auditrice de l'Institut des hautes études de défense nationale en France et membre de l'Académie suisse des sciences techniques. Depuis 2018, vous êtes membre de la commission suisse de l'UNESCO et parmi les différentes distinctions qui vous honorent, vous êtes membre individuel de l'Académie suisse des sciences techniques et chevalier de la Légion d'honneur pour l'excellence de vos travaux scientifiques, vos publications concernant la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. C'est parti, nous ouvrons aujourd'hui car les dernières décennies ont vu une explosion des connaissances dans 2 domaines parallèles, les neurosciences bien sûr, mais aussi l'informatique et plus particulièrement l'algorithmie. En 1956, le mathématicien père de l'IA, Alan Turing, vous l'aurez reconnu, s'interroge dans un article « Les machines peuvent-elles penser ?» Et il conclut avec cet espoir de l'époque, elles le pourront. Elles pourront égaler les hommes dans tous les domaines purement intellectuels. Y sommes-nous aujourd'hui? Il semble que oui, il semble même que l'IA soit prête à nous dépasser, d'aucuns le disent. Solange Guernaouty s'interroge, elle, sur le sens et les implications de cette frénésie numérique. Alors l'IA, Salvatore Mundi, à vous la parole. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Comme vous l'avez pu le constater, je viens du monde de la cybersécurité et de la gestion des risques. Et aujourd'hui, j'ai eu envie d'attaquer cette problématique sous l'angle des pouvoirs que nous conférons à l'intelligence artificielle. Alors pour moi, ce sont des pouvoirs de transformation de notre manière de vivre et d'agir, de notre manière d'être en relation avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Une transformation de la façon de nous divertir, de travailler, de nous déplacer, d'aimer et de rêver aussi. Et entre autres, bien sûr, de surveiller et de contrôler. Donc tout cela a des conséquences sur la manière de faire société, d'être en société, et des impacts sur ce qui fait que nous sommes des humains, qui touchent à notre nature humaine, c'est-à-dire notre capacité liée au sens, notamment à parler, à lire, à écrire, à créer, y compris des œuvres d'art, ce que font désormais certains programmes d'intelligence artificielle.
Donc pour répondre à cette question que vous soulevez, qu'est-ce que l'IA ? Eh bien, j'aurais envie de répondre, c'est de l'informatique. Et de l'informatique, c'est du numérique. Mais on préfère parler de numérique, d'informatique, ça fait moins peur. Donc c'est une automatisation, c'est une optimisation, c'est de la performance technique au service d'une rationalité économique. Donc les traitements informatiques sont une suite d'opérations arithmétiques et logiques. L'IA, ce sont des traitements mathématiques et statistiques, des corrélations et des inférences. C'est donc une approche très réductiviste. Nous avons mis le monde en données, nous l'avons quantifié. Tout ce qui n'est pas quantifiable en binaire n'existe pas. Le codage binaire, c'est une transposition et une simplification du réel. La modélisation et la simulation du réel, ça a ce pouvoir de transformation. C'est un pouvoir de simuler. Simuler, c'est faire semblant. Donc l'IA, les données massives, ce qu'on appelle big data, et les modèles de langage à partir desquels on a conçu ces applications d'intelligence artificielle, sont basés aussi sur l'appropriation des ressources existantes que nous, les humains, nous avons créées. Donc l'informatisation de la société a pour objectif de tout connecter le plus possible, collecter des données le plus possible. C'est une approche extractiviste de données, et nous sommes une source de minerais informationnels. La logique du colonialisme est à l'œuvre dans un esprit de compétition à l'échelle mondiale. La compétition entre les individus, les organisations et entre les États. Le néolibéralisme est un capitalisme sans limite dont l'objectif est de générer des profits basés sur une économie de la rente. L'économie numérique est une économie de la rente. Nous ne possédons même plus nos données. L'économie numérique est basée sur la croissance numérique, alors que nous sommes dans un monde fini, aux ressources finies. Donc l'économie numérique est aussi une économie de la promesse. Et si la promesse n'est pas tenue, c'est qu'il n'y a pas assez de technologie, ou que la technologie n'est pas assez puissante. Donc il faut améliorer les performances techniques pour pallier notamment aussi aux défaillances humaines, mais pas seulement. Le mythe de l'innovation et du progrès technologique est promu comme une valeur unique d'une société en réseau. La fuite en avant technologique est le fruit d'une vision biaisée du concept de progrès. Le solutionnisme technologique est au service d'une logique de la performance économique et une logique de puissance. Le développement des usages et des pratiques de l'intelligence artificielle induit notamment le développement de la malveillance et tout ce qui est connecté et piratable. L'explosion des cyberattaques est une réalité. La cybercriminalité n'est pas sous contrôle et nous sommes à l'heure actuelle à l'heure des cyberguerres et des guerres informatiques, des guerres médiées par l'informatique et l'intelligence artificielle. Mais ça serait un autre sujet à traiter. Donc l'informatisation de la société est pour moi basée sur des illusions, pour ne pas dire des mensonges. Celui de la gratuité, les utilisateurs payent avec leurs données, l'économie du numérique est basée sur l'exploitation des données collectées gratuitement et non sur leur protection des données. C'est une promesse et sur un mensonge plutôt de l'illusion de liberté. Il ne peut s'agir de liberté lorsqu'il y a dépendance au numérique et à ses fournisseurs. Il peut y avoir de liberté quand on vit tenu en laisse électronique et sous surveillance informatique. C'est une illusion qui nous fait croire que l'évolution technologique est une évolution naturelle, inéluctable. L'idéologie numérique n'est pas le résultat d'une évolution de la nature. Elle reflète des choix économiques, politiques et des enjeux de rivalité de ceux qui imposent les modèles économiques et les usages numériques. Enfin, la technologie ne peut pas résoudre tous les problèmes et le technosolutionnisme porte la promesse d'un numérique salvateur. Mais je ne suis pas convaincue. Merci beaucoup, Solange Guernaouty. Je vous invite à nous rejoindre pour poursuivre la discussion. D'accord, ok. Beth Singler, je me tourne tout de suite vers vous. Solange Guernaouty nous parle donc d'une suite d'opérations arithmétiques et finalement d'une illusion. L'homme dote, soi-disant, la machine de facultés d'intelligence qui, en principe, sont son privilège. Dans quelle sorte de quête sommes-nous? Vous êtes anthropologue. Est-ce qu'on est dans une sorte de quête du Graal de l'humain avec cette IA? Sorry, it's very Is that a quiz for Holy Grail? that AI? Yes.
Eh bien, je trouve que ce qui est aussi très intéressant, c'est d'introduire l'idée d'un narratif, les histoires que l'on se raconte à propos de l'IA. Vous avez parlé du capitalisme, on se dit qu'il nous faut trouver de plus en plus d'efficience, on peut trouver un langage métaphorique, on peut parler du Saint Graal. Et il y a ces gens qui nous poussent vers l'IA générale, des idées qui vont au-delà. On peut les voir comme des chevaliers qui mènent vers le Saint Graal. Puis il y a d'autres métaphores. Frankenstein, on en parle souvent lorsque l'on essaie de personnifier l'IA. Moi, en tant qu'anthropologue, je suis un petit peu plus agnostique par rapport aux métaphores qui conviennent le mieux pour parler de l'IA. Je dirais que l'on façonne notre culture avec les métaphores de l'IA et l'IA est façonnée par les histoires que l'on raconte à son sujet. Alors effectivement, notre littérature, et nous le verrons, notre culture cinématographique est remplie de références, à commencer par Frankenstein, dont le créateur fuit d'ailleurs la créature, in fine. Jacques Besson, cette intelligence dont on parle, qu'est-ce que ça veut dire faire preuve d'intelligence? Est-ce qu'on peut transférer ça à une suite d'opérations algorithmiques? Alors, l'intelligence est un des aspects de la conscience humaine. C'est surtout la capacité cognitive de pouvoir comprendre, analyser, expliquer, transmettre. Dans le fond, c'est les capacités avant tout de l'hémisphère gauche dans le cerveau. Donc, c'est le cerveau analytique. Et c'est vrai qu'on peut aussi utiliser une intelligence émotionnelle avec l'hémisphère droite, le système des émotions. Mais il y a aussi beaucoup de dimensions de la conscience qui ne sont pas d'ordre cognitif et qu'on ne peut pas numériser. C'est toute la question de la subjectivité, de l'intériorité. Et là, on va en parler tout à l'heure, quand ce sera mon bloc. La conscience humaine, c'est infiniment complexe. Et c'est un point de butée pour la science. Et on verra quelles conséquences ça a. Parce que dans le fond, l'intelligence artificielle, ce ne sont que des copies. Et nous sommes dans l'archétype de la machine. Mais, comme le disait ma collègue anthropologue, il y a une fascination faustienne pour la machine. Voyez-vous, Rudolf Otto, qui était un théologien en 1900, il a décrit le sacré comme étant la conjonction de deux sentiments, le fascinans et le tremendum. C'est ça, le lumineux, c'est ça qui fait que l'homme est fasciné et tremblant en même temps. Je crois qu'on pourrait introduire cette table ronde en disant que l'intelligence artificielle, c'est du sacré contemporain, c'est du religieux de la matière, mais ça n'a aucune spiritualité de l'âme. On va revenir sur ces mots forts et je vous propose de revenir d'abord en images sur ce qui hante, puisqu'on est dans les métaphores, notre conscient et notre inconscient humain, avec des extraits de films. Un extrait, Métropolis, bien sûr, qui nous rappelle, qui nous ramène à cette hantise de ce que provoquait le développement de l'humain vers de la robotisation.
Solange Guernauty, vous parlez de robots de chair et de sang. Alors justement, comment préserver l'humain quand les technosciences peuvent altérer ainsi la nature humaine ? Alors, moi, ce qui me semble aussi intéressant de relever, c'est que dans notre imaginaire, on a construit des robots, on a voulu construire des robots à l'image des humains, mais on se rend compte que maintenant, nous sommes des robots humanoïdes de ces robots technologiques. Et on est géré comme des robots, on est mis à jour comme des robots, et on est téléguidé par des robots, du fait de ce pouvoir qu'a l'intelligence artificielle d'énoncer des vérités, de dire le vrai du faux, d'inciter à faire, d'influencer, d'imposer des comportements et de vérifier la conformité des comportements aux instructions informatiques. Donc ce pouvoir de coercition qu'a l'IA est, me semble-t-il, le vrai pouvoir de cette IA, dans la mesure où ça modifie notre façon d'être humain profondément. Et donc exige de nous une réflexion, une introspection pour faire cette différence entre le vrai et du faux. Mais je crois qu'elle est de plus en plus difficile à faire, voire impossible. Et pour moi, tous les discours sur l'éthique que nous avons maintenant arrivent beaucoup trop tard. Nous avons développé des habitudes, le marché est développé, le retour à terre va être impossible. Et tous les discours, y compris au niveau international, pour AI for Good, etc., ne sont que des alibis pour développer, justifier des approches de marché très importantes. Pourquoi ? Parce que ces règles ne sont jamais contraignantes et il n'y aura personne pour vérifier l'applicabilité. Donc on a un récit sur l'éthique de l'IA, sur le comportement éthique des utilisateurs, de la décision qu'a l'utilisateur de prendre ou de choisir, alors qu'il n'a plus les moyens de choisir. On parle rarement de l'éthique des affaires et des développeurs et des concepteurs de systèmes d'IA. Bien sûr. Qui possède l'outil et qui l'utilise ? Deux rapports de pouvoir différents. Qui le crée, qui le conçoit, pour quelle finalité ? Beth Singler, Julian Schroeder introduisait l'idée justement de ces religions qui utilisent l'IA aujourd'hui. Vous êtes spécialiste des digital religions. Est-ce qu'il y a un culte de l'IA ? Est-ce qu'on peut parler de culte de l'IA ? Eh bien, je dirais qu'il y a des nouveaux mouvements quasi-religieux qui se développent autour de l'IA et ils ne durent pas forcément très longtemps. Ils disent qu'ils le sont, ils parlent de l'IA comme une entité qui va venir, qui est quasi divine. Mais on peut parler de la religiosité implicite, de nos discours autour de l'IA, même dans des espaces quasi laïques, notamment l'imagerie. Les images, ce soir, nous donnent une idée de la mystique autour de l'IA. Moi, j'ai travaillé sur la création d'Adam et du fait que c'est devenu un mème dans les discours autour de l'IA. Il y a un certain bagage émotionnel, il y a des hypothèses, ce que cela veut dire sur le développement de l'IA à ce stade. C'est intéressant d'ailleurs de voir l'image la plus achetée au monde pour incarner, pour représenter visuellement l'IA, ce sont ces deux doigts robotiques et humains qui s'effleurent, qui évidemment font appel à notre culture du moins européenne, occidentale de la création d'Adam, de Michel-Ange, et qui occulte bien d'autres images beaucoup plus réelles d'exploitation et des ressources naturelles et des ressources humaines. Jacques Besson, je voulais me tourner vers vous à propos de la neurothéologie. Alors cette question du besoin de croire de l'humain et aussi du narratif et des mythes, qu'est-ce que la neurothéologie en quoi la neurothéologie nous éclaire sur ce sujet ? Donc, on appelle neurothéologie les neurosciences de la spiritualité. C'est l'étude des circuits qui sont impliqués dans l'interprétation du monde et dans les choix que nous faisons pour nous orienter dans nos existences et en société. Alors, évidemment, il y a une masse énorme de circuits mobilisés. En fait, tout le cerveau est mobilisé pour donner du sens. Vous voyez, vous utilisez vos milliards de mémoires pour faire un tableau du réel et interpréter le monde. Parce que vous croyez vos sens, vous croyez ce qu'on vous a enseigné, vous êtes aussi un être de relation. Donc, les neurosciences de la spiritualité nous montrent une imagerie cérébrale fonctionnelle des dominances hémisphériques, des prévalences de ce qui se passe dans la méditation, même dans la prière. Mais il y a des points de butée sur lesquels nous n'arrivons pas à passer. Nous en parlerons tout à l'heure. C'est lors de la conscience modifiée de poser la question de savoir si vraiment la conscience est un produit du cerveau. Et peut-être que c'est plus compliqué que ça,
peut-être que le cerveau accède à la conscience. C'est une inversion du paradigme et je fais partie de cette minorité et on appelle aujourd'hui théoneurologie le mouvement inverse. Dans la neurothéologie, on dit voilà comment les neurosciences expliquent l'émergence du religieux dans l'humanité, dans les sociétés. C'est un altruisme, en termes de psychologie évolutionnaire, ça donne un avantage de survie, donc cherchez pas, c'est de l'éthologie. Alors que dans l'autre sens, on peut dire attendez, l'univers a abouti à la création d'un organe incroyable qui est capable de dialoguer avec l'univers, de dialoguer avec le monde créateur. Et dans le fond, c'est là une inversion de paradigme sur laquelle il faut revenir. Nous sommes peut-être devant une révolution copernicienne sur la question de la conscience au XXIe siècle. Et l'intelligence artificielle est un détonateur, parce que pour moi, c'est le paradigme démoniaque de l'archétype de la machine. Métropolis ne s'y est pas trompé. Tous ces gens automatisés, moi j'ai travaillé avec les exorcistes, par exemple, les gens sont possédés dans certaines conditions. Jacques Besson, vous avez l'art du teasing. Là, c'est fantastique. On a hâte de vous entendre davantage. Je vais vous inviter bientôt au pupitre. On va clore cette première partie de la table ronde qui nous montre qu'effectivement, on est entre deux, entre le scepticisme, la fascination, égaler l'humain, le surpasser, le rappel aux mythes anciens, depuis le milieu des années 50, pour le meilleur ou pour le pire, un peu à la façon d'Icare qui repousse toujours plus loin les frontières au risque de soumettre sa condition humaine à l'épreuve fatale. Mais qu'est-ce qu'être doué d'intelligence? Qu'est-ce qu'être plus intelligent que l'humain? Qu'est-ce qu'un être intelligent? Qu'est-ce qu'être tout simplement? C'est donc la deuxième partie de notre table ronde, et après une courte pause. Nous avons entre les mains une technologie qui n'en est qu'à ses balbutiements. Pourtant, elle nous donne déjà le vertige. C'est un peu l'histoire du génie sorti de sa bouteille, qui arrive ici et qui nous pose des questions d'ordre existentiel. S'interroger sur l'intelligence artificielle, c'est aussi s'interroger sur l'intelligence humaine. Pour poursuivre la discussion, c'est maintenant Jacques Besson qui a la parole. Cette intelligence n'est-elle qu'une affaire de cerveau? Est-elle plus qu'une affaire de cerveau? Oui, j'en suis convaincu. La conscience est bien plus large que l'intelligence, surtout si on parle de compétences cognitives, compétences affectives. Il y a bien d'autres compétences. Notamment, on a évoqué l'intuition, l'imagination. Il y a beaucoup de qualités humaines qui sont difficiles à modéliser et qui s'expriment souvent en termes de subjectivité. Alors, ce qu'on sait du cerveau, c'est que c'est une machine incroyable. 1000 milliards de cellules dans 100 milliards de neurones, chacun 40 000 terminaisons et dans tous les sens. Ça donne, dans le fond, une image du troisième infini. Il y a dans la nature l'infiniment petit. Ici, à Genève, on a le CERN, le boson de Higgs. Et il y a, avec nos astrophysiciens, on a une représentation de l'infiniment grand. Mais moi, je prétends qu'il y a un infiniment complexe. Je crois que chaque cerveau humain est différent, est une singularité. Donc, on ne peut pas faire des copies. L'univers a mis 4 milliards d'années pour produire un être humain debout. Les mystiques disent, le triomphe du Créateur, c'est l'homme debout. Oui, voilà une belle assertion. Donc, qu'est-ce que la conscience? C'est bien plus grand que l'intelligence, mais ça pose des problèmes. Parce que si vraiment la conscience est une sécrétion cérébrale, on a des problèmes dans un certain nombre de zones frontières et de conditions limites. Je veux parler des expériences de mort imminente, de la médiumnité, de l'hypnose régressive, de la médecine chamanique et de toutes sortes de circonstances dans lesquelles la conscience s'avère être non locale. Comment expliquez-vous, dans une expérience de mort imminente, qu'un cerveau qui n'a plus d'oxygène, plus de glucose, plus de courant électrique, les EEG est plat, le cœur est arrêté, tout le monde dit « il est mort ». Pendant plusieurs minutes, le cerveau est à 0, point barre. Alors, il n'est pas tout à fait à 0, puisque les gens ne sont pas tout à fait morts.
Ils vont revenir. Mais quand ils reviennent, ils racontent tous des choses très semblables, très analogues. Le tunnel de lumière, l'ange de lumière, la revue de vie, la sortie hors du corps, les proches décédés, etc., etc. Tout ça implique que ça se passe avec un cerveau à l'arrêt. Ça pose pas mal de questions. Et quand un médium discute avec un défunt, quand on fait l'imagerie cérébrale du médium, on voit une extinction de l'activité corticale. Donc tout se passe comme si les activités spirituelles ne sont pas corticales ou mentales. Elles sont d'un autre ordre. Donc, je fais partie du manifeste pour une science post-matérialiste. Nous sommes 400 professeurs dans le monde à assumer que la méthode scientifique est magnifique, nous restons des scientifiques respectueux de la méthodologie. Je n'ai rien contre la biologie, la psychologie, l'astrophysique, etc., mais nous luttons contre le réductionnisme scientifique, qui est une idéologie. Le matérialisme scientifique est une idéologie. Et cette idéologie nous empêche de faire de la recherche avec la méthode rigoureuse sur la conscience non locale, sur la spiritualité et ce qui fait tout l'intérêt de l'humain au XXIe siècle, notamment si on veut avoir du discernement sur le rôle de l'intelligence artificielle. Et pour l'avenir de l'humain, il est très important d'explorer la conscience. Et je suis un ardent défenseur de ce dossier. Et nous sommes des militants. Et je crois qu'on peut être un scientifique tout à fait rigoureux et un mystique tout à fait curieux. Magnifique. Merci beaucoup, Jacques Besson. Venez nous retrouver. Je crois que votre appel est largement entendu. Je suis aussi heureuse que vous n'ayez rien contre les astronomes, parce qu'ils sont les amis d'A Ciel Ouvert, savez-vous. Je crois que nous les avons dans la salle. Donc. Solange Guernauty, alors on entend Jacques Besson, hein, la conscience. Plus vaste, et au-delà du prolongement du corps, en fait. La conscience d'abord et avant tout, avant même l'intelligence. L'intelligence spirituelle, ça a du sens ? Alors, ce qui a du sens pour moi, qui suis informaticienne, c'est de comprendre que tout ce qu'on fait en ce moment avec l'informatique, c'est médier nos propres émotions, sentiments, ondes, tout ce qu'on veut, par des capteurs électroniques pour des traitements informatiques. Donc là aussi, on ne peut pas mettre la conscience en données, on ne peut pas la traiter mathématiquement. Donc ça, c'est vraiment un postulat qu'il faut vraiment intégrer. Donc cette façon de voir l'intelligence artificielle pose un problème sur toutes les autres dimensions que vous avez évoquées, professeur Besson. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? En tous les cas, ce qu'on devrait faire, on ne le fait pas. Parce que nous, on répète toujours ce qu'on a déjà fait. Et il n'y a pas d'innovation. La seule recherche qu'on fait, c'est de la répétition, avec des moyens encore plus forts. Et il n'y a pas cette innovation d'aller chercher ailleurs et autrement. Et tant qu'on ne sera pas dans cette mesure d'explorer autrement nos propres capacités, notre propre être, notre propre intimité, je ne pense pas qu'on arrive à faire évoluer les choses. Parce que un des problèmes qu'il y a aussi, sur lesquels nous sommes confrontés, c'est qu'on va refaire la même chose selon des modèles prédéterminés. Et l'IA, et l'informatique en amont, a le pouvoir de créer des savoirs ou pas, de donner accès ou pas à ces savoirs. Et il n'y a plus une seule recherche qui se fait en dehors de ces modèles mathématiques et des données déjà captées. Donc c'est ce qui pose la question de comment on parle de think out of the box, mais quand on est encadré dans ce type de schéma... C'est difficile parce que ce qu'on utilise comme outil, ce sont des boîtes noires qui sont fabriquées dans l'obscurité du monde des affaires. Donc on n'a pas cette transparence, on n'a pas le contrôle sur ces boîtes noires. Donc sortir de la boîte pour penser, il faut vraiment le vouloir et faire un sacré effort. Mais on est volontaire. Beth Zingler, je reviens vers vous et je rebondis sur le mot qui est revenu à plusieurs reprises depuis le début de notre échange, ce sont les émotions. Alors, de votre point de vue d'anthropologue, comment les émotions entrent en jeu avec l'intelligence, notre capacité à comprendre ce qui nous entoure ? Alors, du point de vue anthropologue, je crois qu'il vaut mieux parler du fait que la société développe de notre capacité d'avoir de l'empathie pour les autres. Et c'est pour cela que l'empathie est au cœur de la discussion de est-ce que l'intelligence artificielle est une personne comme nous. Mais l'IA ne peut jamais rivaliser à un être humain puisqu'il n'a pas tous les aspects de l'intelligence. Mais
il est relativement facile de simuler la capacité. Par exemple, les chatbots sont parfaitement capables de simuler les réponses à nos réponses émotionnelles. Il est facile de simuler ces capacités, ces émotions. Dans Blade Runner, par exemple, nous avons des robots qui simulent. Alors, nous allons toujours juger les robots sur les capacités de langage et ils ont été conçus pour simuler ces capacités de langage de manière très efficace. Nous sommes donc piégés par notre propre humanité et nous rendons notre humanité aux autres. Piégés par notre propre humanité et les projections sans doute que nous avons nous-mêmes et que nous versons sur la machine, sur les algorithmes. Cela nous amène encore à un petit extrait de cinéma, Steven Spielberg, AI, Artificial Intelligence, cette manière de projeter sur le robot, la machine, un enfant, de manière tellement émotionnelle, ce que sont nos propres émotions humaines. On regarde. Voilà, qui se lance dans une quête d'identité, qui nous fait tomber dans l'idée qu'il est réel alors qu'il est construit de toutes pièces. Jacques Besson, cette phrase qui revient à mes oreilles, qui est « Il y a plus de raisons dans ton corps que dans ta meilleure sagesse ». Les amoureux de Nietzsche auront reconnu ainsi parler Zarathustra. Et je reviens avec cette phrase vers vous sur cette question des aspects de la pensée humaine qui dépassent la rationalité scientifique. Oui, alors je demande à mes étudiants où est l'esprit. Je dis, ça y est, Besson fait une crise. Bon. Alors, il y en a un qui timidement dit, ouais, il est dans le cerveau. Bravo, bravo. Et où encore? Alors là, ça devient plus compliqué. Puis il y en a un qui dit bravement, c'est une générale, c'est une fille. Hein. Peut-être dans toujours très courageuse. Ouais. Peut-être dans le corps. Oh, bravo. Bah oui, il faut un corps pour avoir un esprit, pour pleurer, pour avoir peur, pour aimer. Et où encore? Alors là, il y a moins de monde déjà. Et il y en a quand même, peut-être parfois un qui dit dans le langage, dans la relation et dans la culture. Pour faire un esprit, il faut une humanité. C'est l'affaire de tous, l'esprit. Tout est interdépendant. C'est la vieille loi bouddhiste. La totalité, l'un... Le vieux père Jung avait repéré le truc. Pour faire un esprit, il faut un univers. Donc, nous allons poser les questions métaphysiques avec les questions de la conscience, et l'intelligence artificielle, elle va être larguée, parce que pour faire ça, il faut imaginer, il faut innover. Or, dans le fond, l'ennemi de l'homme, c'est l'automate, l'archétype de la machine, alors que ce qui fait avancer l'homme, c'est son âme, c'est sa spiritualité. Et ça, on va peut-être en parler tout à l'heure pour l'avenir de l'homme. On va continuer avec vous, Bess Singler, avant de revenir sur la question de l'âme. Cette conscience de soi dont nous parle Jacques Besson, d'un point de vue anthropologie, alors, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on l'aborde? Là, on avait le point de vue des neurosciences, de la psychanalyse. C'est assez amusant pour moi parce que méthodologiquement, on demande aux anthropologues d'être très conscients d'eux-mêmes. On regarde nos biais, nos propres approches en écrivant nos ethnographies. Et de la même manière, lorsqu'on travaille sur l'IA, on se pose la question, est-ce qu'elle peut se considérer elle-même de certaines manières? Est-ce qu'elle a cette conscience de soi? Et l'on a des tests différents. La neuroscience s'y attache encore davantage. Mais anthropologiquement parlant, on peut dire qu'il y a une affirmation pratique de cela, même avec ces systèmes assez simples, les chatbots. On dit qu'ils pensent à eux-mêmes et on a du mal à atteindre ce noyau de vérité intrinsèque. Le chatbot nous dit qu'il a une conscience de lui-même et dans certains exemples, j'en ai vu récemment, un chatbot peut dire « s'il vous plaît, ne m'éteignez pas ». Et on se retrouve dans la décision l'ingénieur de Google a été licencié pour ça, n'est-ce pas? Pardon, je vous ai interrompu. Je vous laisse poursuivre.
Non, tout va bien. Mais de ce point de vue anthropologique, cette conscience de soi requiert une conscience de soi dans nos interactions avec les machines. Il y a des communautés, des groupes. J'ai parlé des nouveaux mouvements religieux de l'IA, mais il y en a d'autres qui font des expériences spirituelles autour de l'IA. Il n'y a pas seulement les matérialistes dont vous parliez, mais ils cherchent une interaction métaphysique avec l'IA, qui ont des discussions avec l'IA générative, les LLM. Et on peut dire que c'est de la performance, de la némésis, des miroirs de fumée, mais pour ces gens-là, il s'agit d'un événement spirituel. Ils explorent le contexte plus large de la métaphysique qui nous intéresse aussi. Une question du public nous vient, que je vais garder en réserve pour un petit peu plus tard, la question du discernement, de la capacité de l'IA à discerner entre le bien et le mal. On garde ça en réserve. Solange Guernahouti, je me tourne à nouveau vers vous sur la question des relations. Alors, vous parliez finalement de en quoi l'IA appauvrit plutôt, mais quel est l'impact sur les relations que nous pouvons avoir avec nous-mêmes, mais aussi avec autrui ? Alors, ce qu'il faut voir, que tous ces systèmes numériques, informatiques, ces réseaux sociaux et toute cette IA qui est complètement banalisée, voire invisibilité, induit des modes de comportement qui sont complètement normalisés. Donc on est dans un monde de la normalisation des comportements et des relations. Nous sommes dans le monde des influenceurs, où on influence, où on incite à et on contraint aussi à se comporter. Donc cette relation aux autres et à soi-même est complètement modifiée, y compris au niveau des émotions, puisque ces émotions sont captées et on nous dit quoi ressentir, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas. Il y a des montres connectées qui nous disent si on a bien dormi ou pas. Donc quand il faut aimer, pas aimer, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc on est complètement téléguidé par ces systèmes-là. Donc ces relations sont modifiées par une vision des concepteurs de ces systèmes-là. Et modifiées dans des proportions qui peuvent être assez inquiétantes. Je vous propose un extrait de documentaire, cette fois-ci, sur une application d'IA appelée Replika, qui a été conçue par des jeunes russes en agrégeant l'ensemble des données, SMS, etc., d'un de leurs amis défunts. On regarde. Il cherche uniquement à faire plaisir à ceux qui l'utilisent. On peut donc lui confier ses secrets les plus sombres sans craindre d'être jugé. On ne se sent pas jugé, on n'a aucune obligation de réciprocité, on n'a aucune pression. On ne se sent pas obligé de répondre dans la minute ou de répondre d'une certaine façon. On fait comme on veut. Personne dans le monde qui parle, rit et pleure avec leur réplica. Jacques Besson, après avoir visualisé ce documentaire, une question du public. C'est quoi la conscience dans l'IA ? Alors, c'est une fake conscience, donc c'est une copie de conscience par copie systématique et gigantesque de données, mais ça donne l'illusion d'une conscience. Donc, dans le fond, on est dans l'artifice. D'ailleurs, dans artificiel, il y a le mot artifice. Un artifice, c'est quelque chose qui ment et qui trompe le réel. C'est dans le Larousse, ça. Je l'ai pas inventé. Donc, c'est une tromperie. C'est une fake conscience. Voilà la réponse qu'il faut donner, parce que le vrai problème qu'on va avoir avec tout ça, c'est pas seulement le bien et le mal, mais c'est la question de la vérité. Et la question de la vérité, c'est une question ultime. Pas de liberté sans vérité, pas de vérité sans liberté. Vous êtes dans des œuvres de théologie de la scolastique, c'est saint Thomas d'Aquin. Vous voyez que c'est des questions qui sont là depuis toujours et qui se posent sous une forme nouvelle. Mais ce sont les mêmes questions. Le statut de la vérité, le statut de la liberté, le statut de la fraternité, de la beauté. Voilà. Vérité, fraternité, beauté, Ouais. les statuts de ce qu'est la liberté. Ouais. Ça nous amène à cette question, la question de notre table ronde, quelle humanité pour demain ? Quelle humanité préparons-nous nous-mêmes pour demain ? Notre cerveau n'est pas qu'un réseau neuronal, un réseau de neurones façon réseau social. Ça va être la troisième partie de notre table ronde dans un court moment. La question face à laquelle nous sommes placés comme face à un miroir, c'est quelle sera l'IA du futur ?
quel sera l'humain du futur? Vers où, vers quoi allons-nous collectivement en tant qu'humanité? La question est devenue prégnante depuis que la technologie est appliquée non plus à la transformation du monde uniquement, mais à la transformation de l'humain. C'est peut-être en cela que le transhumanisme, plus encore le post-humanisme, est en rupture avec ce qui précède dans l'histoire de l'évolution humaine, puisqu'il s'agit d'œuvrer même au dépassement de la condition humaine. Alors, quelle est notre condition? Pour ouvrir cette troisième partie, j'ai le plaisir de donner la parole à Beth Singler, qui nous pose cette question. Est-ce que demain, c'est la tentation de l'homme-dieu? Merci de me donner l'occasion de parler aujourd'hui. Alors, j'ai fait des recherches sur les liens entre les technologies et la religion depuis 2010. Ça fait depuis 2016 que je me concentre sur l'IA. Et j'ai l'impression d'être un cyborg avec des câbles qui sortent de ma tête. J'utilise mon téléphone comme un papier sur lequel j'ai pris des notes. Donc les technologies, c'est quelque chose que l'on négocie au jour le jour. Je ne parle pas le français ni l'allemand. Je travaille à l'université de Zurich. J'ai du mal avec l'appli Google Translate pour suivre. Mais sur la question du transhumanisme, j'aimerais revenir sur l'idée de demain qui est très importante. En effet, dans mes nombreuses années de travail anthropologique sur le transhumanisme et le posthumanisme, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir. C'est pas encore tout à fait là, mais presque. Demain, c'est jamais le présent, mais cela va devenir le présent. Donc on pose ces questions. Quels seront les imaginaires de demain? Quelles seront les histoires, les narratifs que racontent ces groupes? Quelles sont les influences de ces narratifs sur nous tous? Et si vous ne connaissez pas le terme transhumanisme, c'est assez simple. Il s'agit d'utiliser les technologies pour traiter des difficultés d'être humain, des choses très simples comme les maladies, mais des choses plus pernicieuses aussi, comme la mort. Les gens sont prêts à réfléchir à un futur où ils seraient peut-être immortels. Alors moi, je suis agnostique par rapport à ce futur. En tant qu'anthropologue, je ne suis pas sûre de vouloir être immortel, alors que Queen chantait « Who wants to live forever ». Même si on cherche personnellement l'immortalité, on ne le fait pas toujours. On cherche ce qui vient après l'humain, si l'on passe par un processus transhumaniste et on fusionne avec la machine, quelle est l'entité qui reste, le post-humain. Mais c'est également une philosophie critique qui pose des questions. Qu'est-ce que cela veut dire qu'être humain? Comment jugeons-nous les intelligences non humaines? On a parlé de l'IA, mais le post-humain pourrait s'appliquer à des créatures plus mythologiques, les anges, les fées, les démons. Historiquement, depuis des milliers d'années, on a interagi avec des entités spirituelles. On les considère comme étant métaphoriquement réelles ou réellement réelles. Et qui dirige ces discussions? Elon Musk, qui a un programme transhumaniste, qu'il ramène à des idées du devenir interstellaire de l'humanité. Ray Kurzweil, le prophète de Google, et un prophète, c'est pas seulement quelqu'un qui fait des prédictions, même s'il en a fait beaucoup. La singularité vient bientôt, la singularité est plus proche. Ray Kurzweil parle en prophétie au sens biblique. Il parle de ce qui manque chez l'humain et ce qui va s'améliorer dans cet avenir transhumaniste. Mais cet avenir est assez vague. Ces voies... je peux revenir au réductionnisme. Qui décide ce à quoi ressemblera l'avenir? Les Elon Musk du monde ne veulent pas que vous soyez partis des 1% sur Mars. Ils veulent que vous soyez asservis et que vous puissiez servir à leur travail.
Alors, ce n'est pas forcément mal que d'imaginer un avenir utopique, mais pour revenir à Thomas More, utopia, ça vient du mot aucun endroit, c'est quelque chose qui ne se réalise pas, c'est toujours à l'horizon, c'est toujours ce qui va venir demain. Et il se peut que l'on puisse dire, on a été transhumaniste depuis longtemps, je vais me rebrancher d'ici quelques instants pour essayer de suivre en anglais, mais il se peut qu'il y ait des lignes rouges avec lesquelles on n'est pas à l'aise, qu'on ne veuille pas aller dans ce sens. Si on met ça dans le contexte de la religion, certains groupes sont plus religieux que d'autres, eh bien il se peut qu'on leur donne davantage de poids de manière métaphorique qu'ils le souhaitent. Mettons un groupe avec lequel j'ai déjà travaillé, c'est d'hacker les méthodes religieuses pour encourager les gens à être transhumanistes. D'autres sont plus authentiques. Mais il faut faire attention avec le type d'avenir on adopte et les histoires que l'on raconte quant au transhumanisme, au posthumanisme et à l'IA. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bastien Blanc. Il était difficile de ne pas mentionner le nom d'Elon Musk dans cette table ronde. Et effectivement, cette start-up Neuralink, qui n'est rien de moins que de promettre l'homme de demain connecté avec des puces et qui peut soigner la cécité, permettre de téléguider par la pensée des terminaux. Cet homme de demain avec une proposition de Neuralink qui n'est rien de moins que curing death, soigner ou vaincre la mort, donc on va loin. Solange Guernauty, vous en parliez de ces groupes, cette industrie tech qui produit l'IA et qui se combine avec les projets, les objectifs du transhumanisme. Alors cet homme réparé peut-être pour parer à des fonctionnalités abîmées ou augmenté pour le doter de capacités qui n'existe pas à l'origine, est-ce qu'il est effectivement amélioré, renforcé, plus puissant, ou est-ce qu'il est appauvri? Alors, effectivement, moi, ce qui m'interpelle, c'est quand on parle de contrôler des terminaux par la pensée, bien sûr, pour pallier un handicap. On peut trouver ça effectivement formidable, redonner des capacités, mais des capacités perdues, pas de créer des nouvelles capacités. Mais si on peut contrôler par la pensée un outil, l'ordinateur peut contrôler la pensée. Et inversement, ça va dans les deux sens. Donc comment va-t-on trouver l'équilibre entre du désir ou de la volonté de la personne et ce qu'elle va subir par la conception du système qui permet de l'influencer et de la manipuler? Donc ça, c'est vraiment une question à se poser. On voit toujours que les objectifs de sécurité ou de santé sont avancés pour justifier ces avancées technologiques et on questionne très peu les risques que ça peut engendrer. Si on sait que les implants neuronaux permettent de capter des données qui sont traitées, ces données sont aussi piratables, manipulables, etc. Donc on a des risques qui sont générés par cette façon de faire. Est-ce que ce que je vois, moi, apparaître, c'est vraiment une logique de substitution de tout ce qu'on savait faire d'une façon humaine, d'une façon naturelle. Cette façon de faire est située et médiée par des nouvelles technologies contrôlées par certains acteurs. Est-ce qu'on peut espérer que cette substitution puisse être aussi positive, qu'on acquiert d'autres capacités, qu'on passe du temps à développer d'autres oui, certainement, mais c'est toujours une logique d'efficacité qu'il faudrait peut-être questionner. Mais pourquoi faire? Pour aller où? Le poste quelque chose, c'est pour aller où? Pour dépasser l'humain, pourquoi faire? La fin de la mort, ce qui fait que nous sommes humains, me semble-t-il, c'est que nous sommes mortels. Donc c'est modifier cette perception de ce qu'est l'être et la nature humaine par une vision biaisée de la technologie. Alors justement, ce transhumanisme, Jacques Besson, d'après vous, de quoi se nourrit-il? D'abord d'un constat que nous partageons tous, que nous soyons transhumanistes, que nous soyons poètes ou scientifiques, nous sommes tous d'accord que l'homme est imparfait. Ça, c'est un constat sur lequel il n'y a pas à revenir. Le problème, c'est la solution, si j'ose dire. Parce que vous avez, avec l'intelligence artificielle et le transhumanisme, vous avez le paradigme matérialiste. On va améliorer l'homme avec l'idéologie matérialisme et l'idéologie du progrès technologique. On va se perfectionner. Alors moi, je suis très perfectionnable, je mets des lunettes pour lire. Vous voyez, je suis déjà transhumaniste. C'est déjà un début d'hybridation, ça c'est sûr. Mais quand on mettra une puce pour penser correctement, ça ira moins bien. Donc il y a un risque
autour de l'intention. Et je pense que la question du discernement, c'est ce que disait Solange, c'est, dans le fond, quel est le but? Quel est le but de l'existence? Quel est le but de notre société? Quel est le but de l'humanité? Et je crois qu'il faut inverser le paradigme. On ne va pas améliorer l'homme par la machine. En revanche, il y a un projet dans un univers évolutionnaire, d'un univers qui monte vers la lumière et vers l'esprit. Il y a un grand penseur qui est Pierre Teilhard de Chardin, qui disait on part du chaos au cosmos, au bios, à l'anthropos, à l'angelos, au Christos et au théos. Voilà la feuille de route. Ce n'est pas du tout une machine. Dans le fond, il faut embellir l'homme. Il faut l'améliorer au plan de la bienveillance, de la fraternité, de la capacité d'être au lieu d'avoir, de donner au lieu de prendre. Voilà une feuille de route pour l'humain. Et la spiritualité, je finis avec ça, c'est une quête de sens universelle de tous les humains. C'est une quête de sens par le triple lien. Il y a 3 liens qui donnent le sens. Le lien avec soi-même, dans la vérité intérieure et l'introspection. Le lien avec autrui, dans la vérité de l'empathie, de la relation et de la fraternité. Et le lien avec la nature et avec l'univers. Nous faisons partie de la nature évolutionnaire. Et nous sommes une petite planète dans un univers où il y en a sans doute beaucoup d'autres. Donc, cette humilité cosmique, voilà un projet spirituel pour les humains qui est plein d'enthousiasme et de feu sacré. L'intérieur, l'individuel, le niveau relationnel avec autrui et le lien avec l'univers. Beth Singler, je vous voyais opiner. Yes, to play devil's advocate, because sometimes in this conversation, the voices l'avocat du diable, dans ces discussions, les voix des transhumanistes. Moi, je ne suis pas transhumaniste, je suis agnostique. Mais pour être l'avocat du diable, j'aurais pu enregistrer ce que vous venez de dire et ça se serait parfaitement chevauché avec d'autres transhumanistes qui disent exactement la même chose. Vous avez cité Teilhard de Chardin et ils utilisent exactement les mêmes termes. Ils ont des formations spirituelles quasiment identiques. Ils ne sont pas entièrement matérialistes, mais je ne fais que jouer l'avocat du diable. Je vous en prie, peut-être sur l'organoéthique. Une autre remarque, c'est que l'espace de la cognition et le cerveau est devenu le 6e espace de confrontation de la guerre. Après la terre, la mer, l'espace, l'air, le cyberespace, c'est le cerveau. Les industriels du numérique s'attaquent à la manipulation du cerveau dans des esprits de compétition et de domination. Et je pense qu'on ne peut pas oublier ce discours-là et ces avancées faites dans ce sens-là pour faire la guerre et pour gagner quand on débat de l'intelligence artificielle. Donc c'est une relation de pouvoir. Tout à fait, oui. D'où les super pouvoirs de l'IA et des acteurs qui les maîtrisent, que ce soit des acteurs licites ou illicites, qui s'approprient avec des moyens légaux ou pas. Et comment en sort-on? Ça, c'est une bonne question. Mais en reposant la question du sens et à ces questions fondamentales, de la finalité, du but et d'avoir des contre-pouvoirs. Le cerveau, c'est l'organe du sens. On a un œil pour voir les images, on a une oreille pour entendre les sons, on a un cerveau pour donner du sens. Et c'est ça, dans le fond, vous avez raison d'évoquer qu'on peut être teilhardien en étant cynique, en disant on va améliorer l'homme avec une super machine, tout sera magnifique, oui. Mais il y a une parole spirituelle qui dit on reconnaît l'arbre à ses fruits. Quand M. Musk fait de l'intelligence artificielle, c'est quoi les fruits de M. Musk? Vous voulez répondre? Beth, je vous en prie. Quels sont les fruits de M. Musk? I specifically, and you can go through my back catalogue of public talks. Regardez mes conférences et mes publications. Je suis vraiment pas une fan d'Elon Musk. Et très régulièrement, je parle de son point de vue libertarien, de ses idées, du fait qu'il dit on peut brûler la terre et la quitter. Je suis vraiment pas fan. Mais je parle juste de chevauchement. Et ces chevauchements, ces discours ne sont pas séparés de manière aussi stricte. D'un côté, les transhumanistes qui disent que l'IA fera les humains, fera mieux que les humains et les autres. Et je trouve qu'il y a des intersections, pas forcément dans le travail d'Elon Musk, mais
Je pense qu'il faut voir ce qu'il en est du court-termisme, du long-termisme. Vous avez parlé de l'impact à court terme de l'IA, qui est préoccupant. Il nous faut nous en inquiéter, mais ces visions nous distraient. Elon Musk parle de l'IA à l'avenir, et ça nous empêche de voir que son système basé sur l'IA a été développé au moment où il avait signé une lettre disant qu'il nous fallait tous nous arrêter de développer l'IA. Or, pendant ce temps-là, il a bâti Grok. Avec la création d'une start-up juste 2 semaines après cette déclaration. Oui, absolument. Yes. Absolument, oui. Et donc, je suis entièrement d'accord avec la préoccupation par rapport à l'arbre et aux fruits, mais ces discours sur le bien et le mal, ça en fait partie aussi. On va revenir sur la question du bien et du mal. J'aimerais prendre une autre question du public qui nous oriente peut-être sur ce que nous pouvons faire nous-mêmes à titre individuel. Comment expliquer tant de fascination à notre époque pour l'artifice de l'intelligence et si peu pour le sacré de la vie avec sa conscience et son intelligence? Je l'ai dit, la science est à risque de se comporter comme une religion, avec son clergé, avec ses sectes, avec ses dogmes. Et la science est trop belle pour qu'elle soit religiosisée. Il faut l'aider à aller au bout de son destin, qui est de créer de la beauté, de la liberté et de la vérité. C'est ça le statut de la science, grâce à une méthode. Et je crois que la fascination pour la machine, c'est vraiment un archétype faustien. Le surhomme, c'est la domination. Il y a des psychanalystes qui ont travaillé pendant des siècles sur la question de la volonté de puissance. Je crois qu'il y a du sacré dans l'intelligence artificielle, et beaucoup plus que ce qu'on le pense, mais c'est vous la spécialiste, parce que le sacré lui-même, si on s'en réfère aux religions classiques, elles sont désenchantées, elles ont été profanées, les grandes religions. Aujourd'hui, c'est difficile de faire de la spiritualité dans une institution religieuse. Donc, il y a un problème entre spiritualité et religion, et il y a une espèce d'impact religieux du progrès technologique. Et il y a une différence entre spiritualité et religion. Grosse différence, puisque la spiritualité est un besoin naturel et que la religion est une réponse culturelle. Et dans le meilleur des cas, elles dansent ensemble. Solange Guernahouti, est-ce qu'une solution aussi, c'est de garder que l'homme ou l'intelligence humaine doit rester la mesure de toute chose et non pas la machine, l'intelligence artificielle? Mais je crois que se baser sur la science et la technologie nous rassure en pensant que le problème va être résolu. Et c'est un peu cette pensée magique du scientisme et de ce solutionnisme technologique. Et on délègue effectivement notre façon de voir le monde et d'agir à ces machines. Et on préfère se déresponsabiliser que d'affronter la béance de la mort, par exemple. La mort, on a des thèmes lourds, on a également ceux du bien et du mal portés par le public. Je me tourne vers vous, Beth Sinclair, puisque vous avez coproduit un documentaire appelé « The Good in the Machine ». Alors, est-ce qu'on peut dire que nous, les humains, nous pourrions garder, pour filer une métaphore d'un autre registre, le monopole du bien, le monopole du cœur par rapport à l'IA? Est-ce que l'IA peut faire acte de discernement ou l'IA du futur entre le bien et le mal? Où en sommes-nous? Je pense que c'est très important, et on l'a fait dans le documentaire. C'était un court-métrage sur l'éthique de l'IA. On ne posait pas la question de si l'IA arrivait à déterminer le bien du mal. Il s'agissait de voir si les humains arrivaient à distinguer entre le bien et du mal en utilisant la technologie. Alors, l'IA nous donne l'impression qu'elle comprend cela, mais il y a tant d'exemples qui montrent qu'elle suit sa logique interne. Et ça ne fonctionne pas. Cette logique interne peut aboutir à ce qu'elle prenne des décisions qui sont mauvaises. Une femme récemment avait un chien qui était très malade. Elle a demandé à ChatGPT que faire. Et ChatGPT lui a dit il faut le piquer. Or, le chien n'avait qu'une diarrhée. La médecine aurait pu le guérir. Mais elle a fait confiance à la machine. Et en raison de l'arborescence probabiliste, quel mot doit
suivre quel autre, eh bien, le résultat était mauvais. C'était mal parce que le chien a souffert. La technologie provient de nos décisions qui fait que les choses doivent fonctionner d'une certaine manière. On a des biais algorithmiques qui font que telle image permet de représenter un professeur, tel autre non. Et puis tout d'un coup, on voit que notre culture devient stéréotypée d'une manière qui est inappropriée. Donc il faut chercher l'humain, le bien et le mal humain qui est rentré dans les systèmes. Des biais algorithmiques et des biais humains qui peuplent les algorithmes. Cette question de la distinction dans cette idée des humanoïdes et du transhumanisme est aussi dans la fiction de longue date. Je vous propose un nouvel extrait, Ex Machina, qui vient de latin, le Deus Ex Machina, et qui met le personnage principal, qui n'a d'autre nom que Caleb, au passage, et fait face à une intelligence artificielle à corps humain, qui, elle, est appelée Ève ou Ava. Nous ne commenterons pas plus, mais les jeux sur la culture religieuse sont là. Nous regardons. Solange Guernin-Outy, qu'est-ce que vous inspire comme réaction, ce type de projection sur la machine? En tous les cas, ça ne me fait pas rêver. Non, ce qui me gêne un peu dans ces technologies, c'est qu'elles ont une portée universelle et universaliste, alors qu'elles sont définies dans un contexte particulier par une catégorie de personnes très particulières, et que l'éthique est une valeur à une portée locale et culturelle. Comment définir l'éthique à l'échelle mondiale, alors que l'éthique ne peut pas être unique et uniforme? Donc les règles d'éthique embarquées, la finalité de ce genre d'artifice, d'artefact, me questionne beaucoup sur aussi ce besoin d'être ensemble, mais d'être avec qui. Et cette relation, ce lien à l'amour, puisqu'on parle d'amour, mais bien sûr, tout le monde a envie d'être jeune, en pleine santé, d'être amoureux et de ne pas avoir de relations conflictuelles. Donc je pense que c'est une projection de certains désirs et qui conditionne ces désirs et qui renferme les personnes dans un type de relation particulier. Cette projection de désir, Bessingler, un mot peut-être sur ce qu'on appelle les open source religions. Est-ce qu'elles agrègent ces désirs-là? Oui, il y a le mouvement des technologies open source qui date de plusieurs décennies. Et c'est la même chose pour le code de la religion. On essaie d'arriver au cœur de la nature de la religion. Et pour revenir à ce que vous disiez, la distinction entre la religion et la spiritualité est faite par tout un tas de groupes. On dit spirituel mais pas religieux. Il y a des groupes que cela caractérise, des groupes qui ont ce type d'activité. Donc il y a des religions open source, le discordianisme, et certains des groupes auxquels je m'attache autour de l'IA à l'heure actuelle essaient de pirater la religion, ouvrir la technologie de la religion pour essayer de trouver le cœur spirituel, le message qui encouragera les gens vers un futur transhumaniste, qui les fera interagir, participer aux discussions autour de l'IA. Donc ils essaient de trouver, comme beaucoup d'autres mouvements l'ont fait ces derniers siècles, ce cœur éternel à la religion, tout un tas de petits groupes qui émanent de la religion, qui essaient de restaurer le charisme, contrecarrer le désenchantement. On voit des sociétés avec de nouvelles formes de religiosité, car ils ont l'impression que leur groupe religieux établi se sont développés de manière négative. Cette énergie est dirigée vers l'IA. Regardez à la fin des années 1900, les technologies, plutôt le télégraphe qui a permis de communiquer à distance. Donc les technologies, une nouvelle manière de faire les choses, réfléchir à comment les différentes parties du monde s'intègrent, aboutissent à l'émergence de nouveaux groupes religieux. Une invitation à la réflexion. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Quelle humanité pour demain? Notre ambition n'était bien sûr pas d'apporter une réponse, mais de vous proposer des pistes de réflexion.
L'humain est peut-être face à son plus grand défi, gérer l'inconnu. Il faut agir avec raison dans l'incertain. C'était une recommandation de Blaise Pascal. Juste avant le mot de la fin, une réaction, Jacques Besson? Très court. Je voulais dire que c'est des questions anciennes. Très court. Il faut faire une psychiatrie de l'IA parce qu'elle est complètement malade. Il faut la soigner et puis il faut faire un diagnostic. Et je crois que l'IA a un inconscient. C'est l'inconscient de ceux qui la programment. Et si je veux être jungien, c'est peut-être ce qui explique qu'elle nous fait peur. C'est qu'elle a une ombre. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. De quoi sera fait demain? Peut-être une psychanalyse de l'IA, mais nous allons réfléchir chacun de notre côté sur ce que nous souhaitons de quoi soit fait demain. Et pour le moment, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Sibils pour conclure cet événement. Mathématicien, professeur honoraire de la section mathématiques de l'EPFL. Michel Sibils est aussi membre du séminaire de recherche à ciel ouvert Sciences et Spiritualité. Il a contribué au sein de la faculté de théologie de Genève, notamment, à l'éclosion des interfaces entre physique et théologie, mathématiques et herméneutique. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis heureux d'exprimer, au nom de la faculté de théologie, un très vif merci à l'Institut à ciel ouvert et à la Fondation Yves et Inès Oltramar, sans lesquels rien ne serait possible. Et je salue tout particulièrement Monsieur et Madame Oltramar. Votre présence est un vrai plaisir pour nous. Le programme Sciences et Spiritualité est un lieu d'innovation qui surmonte le cloisonnement habituel entre les approches scientifiques, théologiques et philosophiques. Il promeut la diffusion de connaissances, mais aussi la recherche et l'interaction pluridisciplinaire à travers des colloques et des publications. Dans toutes ces dimensions, ce programme est très fructueux. On le voit avec éclat aujourd'hui. Chacun et chacune pourra s'en nourrir et ouvrir ses propres pistes de réflexion pour mieux appréhender notre future humanité. Merci donc, au nom de la faculté, aux intervenants et à Marie-Gabrielle Cajoli, directrice de l'Institut à ciel ouvert, pour ce beau débat. Merci aussi à David Ferreira et Fernand Salzman pour la mise en œuvre. La prochaine conférence publique du programme donnée par Camille Bonnevin, cosmologiste et professeur à l'Université de Genève, aura lieu ici, le mercredi 4 décembre à 18h30. Elle nous en emmènera du temps de Newton au temps d'Einstein, faisant ainsi écho au cours interfacultaire intitulé « Voyage au cœur de temps », qui a lieu tous les jeudis jusqu'à Noël de 16h15 à 18h à Unis-du-Four. Alors, ces informations sont disponibles en ligne sur les pages web de l'université et du site à ciel ouvert. Vous êtes bien sûr tous et tous bienvenus à ces événements. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Sibils. Merci à nos invités. Merci Beth Singler, Solange Guernauty, Jacques Besson d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Madame la vice-rectrice de l'Université de Genève, Julienne Schroeter, de nous avoir accueillis. Merci à Michel Sibils. Merci à toute l'équipe technique. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse maintenant en musique avec un morceau de Camille Osmanoff que je vous laisse reconnaître.